Famille, justice, enfance. Caroline Ardouin, chez nous sur RLP. On enchaîne sur cette troisième émission. Dans la première émission, nous avons regardé effectivement ce qui se passe au niveau de l'ASE, l'intervention des enfants. Là, dans la deuxième émission, nous avons évalué ce qui se passait avant d'arriver à l'ASE et ce qu'on pourrait en faire. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez vécu au département, que les gens comprennent pas forcément. Alors, premier point, d'où vient cette espèce de culte du secret? Comment se fait-il qu'une administration dans notre pays puisse avoir des informations auxquelles le citoyen n'a pas accès, y compris avec son avocat? Même lorsqu'on passe par la CADA, on voit des choses arriver qui sont marquées au marqueur noir, enfin qui sont effacées, et ces documents en fait sont transmis. On a l'impression que les services sociaux, c'est la CIA, c'est les services secrets. C'est quoi ce truc en fait? Expliquez-nous. Alors, culture du secret, il y a un devoir de réserve. Moi, ce qui fait que je peux aujourd'hui parler tranquillement, je suis plus employée au conseil départemental, j'ai pas de devoir de réserve. Vous êtes parti il y a 10 ans. Voilà, je suis partie il y a 10 ans. Voilà. Mais quand on est fonctionnaire au service de l'aide sociale à l'enfance, on se doit de fermer sa bouche, ce qui est normal, parce que on va pas aller raconter des trucs sur les familles dont on s'occupe à notre maison ou ailleurs. Il y a le respect de la vie privée, Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Donc, il y a un secret professionnel qui est indispensable. Après, c'est sur le secret, enfin l'accès du citoyen à son dossier, en fait, parce que c'est ça que vous évoquez. Alors, il y a des dossiers au département sur les gens. Alors, nous, comment on travaillait? Moi, par exemple, en tant que psychologue, j'avais mes petites notes, d'accord, mais c'est mes petites notes de travail, donc c'est la trace de mes réflexions. Mais c'est pas des documents que je vais laisser. C'est un document de travail interne. C'est un pas document quelque chose pour moi, qui est réservé au département. C'est pas un fichage des familles. Non. Et même moi, en tant que psychologue, mes réflexions, je me les garde, quoi. Bah, je veux oui, dire, je vais pas. C'est une prise de notes à vous. Voilà, c'est ma prise de notes à moi. Après, il y a des rapports qui sont produits, par exemple, pour le juge, où là, c'est le référent qui est responsable de la rédaction de son rapport, et ce rapport, il est dans le dossier de l'enfant. Bon, ce rapport, consultable. Il est consultable. En théorie, ouais. 3 jours avant l'audience. C'est jamais respecté, mais en théorie, c'est 3 jours avant l'audience. Quoi qu'en Dordogne, c'est un peu mieux que dans certains endroits. Dans certains endroits, il est remis lors de l'audience. Mais ici, on arrive parfois à le voir. On ne peut pas en prendre en photo. On va expliquer aux gens. On va le regarder sous surveillance. On consulte le dossier. Le dossier est épuré des éléments auxquels vous ne pouvez pas accéder. C'est vraiment un droit très particulier, le droit de la protection de l'enfance. C'est même très différent du pénal, de la correctionnelle et autres. Mais en plus de cela, il y a des documents au département sur, par exemple, l'intervention de telle association d'assistance, telle association de mesures de protection qui ont été décidées parfois en aval, sans passer par un procureur du juge des enfants, que certaines structures ont pu mettre en place, des suivis de telle ou telle situation qui sont archivés au département et ça passe pas au juge, on ne sait pas ce que c'est et les travailleurs sociaux, par contre, eux, y ont accès. Vous avez accès à ça? Faut que je me rappelle. On a accès. Je sais pas. Je pense, si, parce que moi je cherchais à comprendre la situation de l'enfant, la situation de sa famille. Donc on cherche à comprendre le parcours de l'enfant à sa famille. Ce sont les documents de suivi produits par l'administration, mais qui sont indépendants de la justice et qui sont interdits d'accès aux familles, y compris aux avocats. Moi, j'ai pas souvenir de ça, mais bon, j'étais peut-être pas en première ligne de ça. Donc, j'ai pas grand-chose enfin, j'ai pas grand souvenir ou grand élément là-dessus. Je sais que les enfants, par exemple, nous, on était confrontés parfois, c'était pas le même côté, c'était plutôt l'enfant qui, en grandissant, cherche à comprendre un peu son parcours. Et là, il y a une équipe spécialisée de collègues psychologues qui doit toujours exister pour l'accompagner dans l'accès à son dossier. Un enfant qui, par exemple, a grandi en famille d'accueil et qui devient, je sais pas moi, il a 20 ans, et puis il a envie de faire un retour sur son histoire, de comprendre ce qui est arrivé pour ses parents. Parfois on ne lui dira pas. S'il est né sous X, c'est qu'on sait qui c'est. Des fois on ne lui dira pas. Et bien s'il n'y a rien, c'est-à-dire que quand s'il est né sous X, Des fois on sait qui c'est, mais on ne lui dira pas. C'est-à-dire soit le parent la loi elle balise pas mal ça, soit le parent a décidé de laisser quelque chose qui peut permettre à l'enfant de se construire une représentation de lui, de savoir un peu ce qui lui est arrivé, peut laisser un courrier.
Ça lui est proposé quand il confie son enfant pour être adopté finalement. C'est naissances sous X, c'est aussi permettre une adoption. C'est aussi ça. Donc le parent, il est invité à le faire par la personne qui lui rend visite. C'est une personne du département, et ça va être consigné dans le dossier de l'enfant, et plus tard il l'aura. Mais si le parent laisse rien, il y aura rien, quoi. Et même si quelqu'un a entendu dire que en fait peut-être le parent, c'est pas fiable, si vous voulez. Donc on va pas parler. On va y aller, on va parcourir tous les fantasmes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il peut arriver parfois qu'il y ait des instructions pour aller punir des dissidents, des personnalités politiques, des gens qui dérangent, pour aller leur piquer leurs enfants, tout ça, est-ce que ça existe ? L'avocat Dieudonné s'en plaint, par exemple. Beaucoup de leaders de Gilets jaunes se sont dit que, comme par hasard, ils avaient eu des contrôles fiscaux, et puis les sociaux qui étaient de leur piquer leurs gamins. Moi, j'ai entendu des histoires de contrôle fiscal, comme truc de représailles un peu. Mais je n'ai jamais vu, dans le cadre de mon travail, des mesures de placement qui nous arrivaient, et qui étaient liées à des règlements de compte. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. D'accord. Non. Vous n'avez jamais vu non plus un notable du coin qui avait plus de poids et de pouvoir sur le système qu'un justiciable normal? Vous n'avez pas vu de passe-droit? J'ai dû entendre des histoires comme ça. Ouais. Moi, je pense j'ai dû entendre des histoires comme ça. Mais j'avais tellement de travail que j'ai pas creusé. Dites-moi, alors, le grand truc qu'on entend partout, c'est que il y a du pognon dans l'aide sociale à l'enfance. C'est énorme parce que, comme dit Maître Reims, là, le budget de la défense, c'est tant. Le budget de l'éducation, c'est tant. Le budget de l'enfance, c'est tant par enfant. Et le nombre d'enfants augmente. Des fois, on se demande comment ça se fait qu'il y ait autant d'argent et qu'on ait autant de mal à s'occuper d'eux, à trouver du personnel et à payer correctement, je dis bien correctement, les gens qui sont concernés. Tout ça coûte cher, hein. Je veux dire, même si une famille d'accueil elle n'est pas payée finalement énormément, ça coûte cher. Ça coûte, je sais plus, je crois que c'était à l'époque. Où va l'argent ? L'argent va dans l'entretien de l'enfant. Je veux dire, quand on accueille un enfant, il faut l'accompagner. C'est un travail. Je crois que ça arrive à 200 € au jour. Certains enfants en foyer, on les regarde. Il n'y a pas 4 000 € par mois qui est misieux. Mais le foyer, il faut payer le personnel. Il faut payer il faut que le bâtiment il reste debout, être bien entretenu. C'est tout ça. L'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, c'est des familles d'accueil, c'est des foyers, c'est des services d'aide à domicile où il faut payer les éducateurs. Effectivement, tout ça, ça a un coût. Bien sûr que ça a un coût. Est-ce qu'il y a du business dans certaines choses? Du business, c'est-à-dire? Des associations, des délégations de services d'État qui vont se créer et puis qui vont faire de l'argent, tout simplement. Et certaines personnes se plaignent, disent que certaines structures d'accueil et autres ont été dénaturées et sont devenues des modèles un peu commerciaux. Moi, c'est pas le sentiment c'est pas l'impression que j'ai, c'est pas un métier, c'est pas des métiers où on s'enrichit sur le dos ce sont en tout cas les gens de terrain. Mais non, les gens de terrain, que ce soit les familles d'accueil, les éducateurs, les psychologues, sont payés comme des petits fonctionnaires, c'est-à-dire pas énormément. Ils font pas pleurer, on va pas pleurer sur eux, c'est pas des victimes. Mais je veux dire, on gagne plus dans le privé. Si on veut devenir riche, il faut pas aller travailler à l'aide sociale à l'enfance. Après, il y a toute l'organisation. Une organisation d'aide sociale à l'enfance, prendre un bâtiment, le rénover, mettre des champs. Ça, moi, j'ai des cas très concrets que je peux évoquer. Ils ont fait de l'argent. Comment ils ont fait de l'argent? C'est-à-dire qu'ils ont embauché des gens, ils ont pris des budgets, ils ont acheté des voitures. Après, il y a bonne paye, quoi. Ouais. Après, il doit être exigé, à mon avis, une transparence sur ces comptes-là et sur ce qui est fait de l'argent. C'est tout à fait légitime. Est-ce que c'est vraiment surveillé?
Après, je vous demande, vous êtes psychologue, vous n'étiez pas forcément partout, donc je vous demande pas du psychologue à vous, forcément. Moi, je me souviens que le travail, par exemple, des familles d'accueil, l'usage de l'argent qui était prévu pour l'enfant, la façon dont l'enfant était habillé, les jouets qu'il pouvait avoir, les activités qu'il pouvait faire. C'était à la hauteur. Tout ça, c'était surveillé par les éducateurs quand même. Oui. Est-ce que c'était à la hauteur de l'enjeu? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Ah oui, oui. Déjà chez nous en Dordogne, on fait des choses comme il faut. Ah oui, quand même. Oui. En grande partie. Après, on n'est pas à l'abri de dérapage, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du contrôle, qu'il y ait de l'exigence, qu'il y ait un personnel suffisamment stable. Bien sûr. Parce que, moi... Ça bouge beaucoup. Hein. Là, j'entends dire qu'effectivement, comme les services sont débordés parce que les demandes de placement ont augmenté de façon faramineuse. En plus, on a pété les statistiques au niveau national. Là, le juge en question est parti, mais dans les dernières années, là, on a fait mieux que tous les départements de France. C'est un truc de... Ah oui. Et du coup, les lieux d'accueil sont débordés, les familles d'accueil sont débordées. Ça peut pas être quelque chose de... Les personnels sont débordés et les conditions de travail pour les personnels se dégradent parce qu'on peut plus faire du bon travail. Et on trouve plus du personnel. C'est l'endroit où on cherche du personnel, vraiment du boulot. Quoi. Et on arrive à des choses bizarres où on emploie des gens presque... Moi, j'ai entendu parler de gens qui étaient employés presque en CDD, enfin bon, des trucs, des intérims. À l'État se permet des choses que le privé pourrait pas, en renouvelant les contrats à durée déterminée, par exemple, c'est compliqué. Bon, allez, ça fait 1h10, 1h15 que je gratte là, tout ça, je vous en remercie, mais c'est un peu mon rôle pour une fois que je peux. On va essayer maintenant de partir dans les choses positives. Vous avez passé 12 ans au département, vous avez travaillé dans un foyer à Lille et tout, vous êtes une personne d'expérience. Comment pourrait-on améliorer tout ça? Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment pourrait-on faire mieux? Sans doute l'exigence, la prise de conscience par les politiques, les élus, nos représentants, qu'il faut avoir une grande exigence sur les formations et des formations communes. La professionnalisation. Voilà, la professionnalisation commune. L'harmonisation. Oui, parce que ça concerne la justice. Il faut un langage commun entre la justice, la psychiatrie et l'aide sociale à l'enfance. Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit morcelé en différents vocabulaires. Il faut que la question de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui peut être un danger pour le développement de l'enfant, que les choses soient un peu claires, un peu balisées. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen d'aide pour les parents. Il faut que les choses soient balisées et qu'il y ait un langage commun, ce qui n'est à mon avis pas le cas, même si il faut quand même positiver. Il y a des tentatives, il y avait des rassemblements, mais c'est largement insuffisant. Et malheureusement... Donc, la spécificité, en fait, le droit de l'enfant, le droit de la famille, est un droit particulier. Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment segmenté du reste. C'est pas du droit douanier, c'est pas des sacs de patates. Ce sont et peut-être qu'il y a une juridiction ou alors un secteur très clairement à baliser en mettant des intervenants qui soient homogénéisés. C'est ça, en fait. Oui, qui est des accords un peu sur la notion de danger pour le développement et de soins à apporter, que ce soit plus clair pour tout le monde et qu'on partage un langage commun. Oui, parce y a-t-il un langage national ou est-ce que chaque département fait ce qu'il veut? Alors, les départements ont la même mission. Tous les départements de France ont une mission de protection de l'enfance, mais ils ont la liberté de s'organiser comme ils veulent pour exercer cette mission. Donc, il n'y a pas d'organisation nationale Non. Qu'est-ce que l'IGAS ? L'IGAS, c'est l'inspection générale des affaires sociales qui vient contrôler justement les services sociaux. Elle contrôle vraiment ? Oui, moi j'ai lu des rapports de l'IGAS du temps où j'y travaillais. Ah oui, et c'est très intéressant d'ailleurs. Et le particulier peut saisir l'IGAS ? Il y a un contre-pouvoir du particulier ? Il peut aller faire des choses ? Je ne sais pas ça. Ça, j'ignore. D'accord. Mais c'est un service public de contrôle de l'idée d'harmoniser en fait tout ceci au niveau national, voire au niveau européen, ce serait une bonne idée ? Au niveau qu'il y ait
ait en Europe, comment dire, une fructification réciproque, on va dire ça comme ça, qu'on prenne les meilleurs et qu'on essaye de s'en inspirer, oui. Par exemple, vous voyez, donc du coup, ça veut dire que c'est vraiment la question de la formation, de l'expertise des personnels. Travailler à l'aide sociale à l'enfance ou travailler autour de la parentalité, c'est tellement compliqué qu'il faut vraiment que les gens soient extrêmement bien formés, qu'on demande l'excellence, même si finalement les interventions qu'on va faire, on va les réduire, etc. Il faut être à la hauteur de l'enjeu. Il faut être à la hauteur de l'enjeu, vraiment. Et y compris au niveau des juges, qui ne peuvent pas, on peut pas demander à un juge de s'improviser connaisseur de la famille avec toute la bonne volonté qu'il a. Il va falloir quand même qu'il ait des sacrées compétences, lui aussi en psychologie, etc. par exemple, pour pouvoir se rendre compte d'une dynamique familiale ou comprendre ce qu'un professionnel lui dit et voilà. Non, on donc, peut pas gérer 150 dossiers par semaine et qu'une personne seule non plus, c'est impossible. Exactement. Il faut être honnête aussi. Voilà. Voilà. Donc du coup, c'est là où il y a des des grandes questions qui se posent à notre société, c'est-à-dire quelles sont nos priorités finalement, effectivement, parce que on peut pas tout faire avec, même si ça coûte très cher finalement sur le terrain, il y a peu de moyens. La psychiatrie est désargentée, le département n'a pas augmenté les impôts à hauteur du besoin de moyens parce que ça serait impopulaire. Mais là aussi, c'est un débat social qu'il faut avoir, sociétal, parce que ça regarde tout le monde, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que recouvre la protection de l'enfance. Bien sûr, la loi le dit, mais c'est quoi les priorités, quoi. Voilà, c'est quoi les priorités, comment on s'organise, quels moyens on met, combien ça nous coûte, voilà, qu'est-ce qu'on fait et avec quelle aide. Et jusqu'où on va. Et jusqu'où on va. Jusqu'où l'État se met dans les familles, au niveau de l'autorité parentale, jusqu'où il intervient. Parce qu'il y a cette question sous-jacente qui est là aussi. Qu'est-ce qui relève du parent? Qu'est-ce qui relève de l'État? Oui, c'est une frontière qui bouge, qui est mouvante. On sait que, suivant les personnes à qui on parle, elle n'est pas placée au même endroit tout le temps. Oui, effectivement, il y a ces définitions. C'est-à-dire que là, c'est toute la question de la différence entre la prévention et la protection. La prévention, elle devrait être, vraiment importante et du soutien. Surtout si la misère s'accroît. Là, la misère s'accroît. Je lisais le schéma départemental. Là, j'ai regardé ça vite fait avant de venir. Mais ça va pas s'arranger. Les placements augmentent parce qu'il y a une situation socio-économique qui se dégrade, que les familles sont mises en difficulté, donc que les comportements probablement peuvent devenir négligents ou du moins être vus tels que. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça relève d'une stigmatisation? Est-ce que ça relève du soutien, de mesures économiques? Vous voyez, les réponses à apporter à tout ça. On a aussi demandé aux gens de prendre le moins de risques possible. On l'a évoqué dans la première émission. Il y a beaucoup on a délégué notamment à l'école, les instits, des choses. Donc ils font des signalements un peu à tirer l'arigot pour être sûr qu'on ne leur reproche rien plus tard. Peut-être un emballement de machine aussi qui s'est mis en place. Et cet emballement, malheureusement, passe à côté des cas qui, eux, il y a toujours des cas qui ne sont pas traités, quoi, malheureusement. Et puis, il faut effectivement, quand on dit information préoccupante à une famille, déjà, ça commence mal. Ah oui, ça se termine rarement bien. Peut-être. et puis ça commence mal parce que nous sommes préoccupés, messieurs, dames. Voilà, après tout, qu'à un moment donné, c'est comme dans un groupe, il peut y avoir une préoccupation, dire, là, il y a quelque chose quand même, c'est curieux ce qui se passe, on s'inquiète pour. C'est pas méchant, c'est pas stigmatisant, c'est pas la même chose de dire ça et de dire, on va, qu'est-ce qui se passe J'ai vu une famille en libéral l'autre fois. Ce sont des gens, l'enfant est visiblement troublé depuis bien longtemps. Bon, ok, il est signalé par l'école, il est déjà étiqueté avec un handicap, tout ça. Ce sont des gens qui vivent avec 1 100 € par mois. Il y a 2 enfants.
Le gamin me disait, on s'est partagé l'autre fois, il y avait pas, on n'avait pas beaucoup à manger, mais lui, jamais il voudrait quitter sa famille, jamais. Non, ça serait une horreur pour lui. Oui, et tout l'intérêt de la cantine à l'école subventionné par le département. Par exemple, ça, ils ont un repas par jour très bien, il ne faut pas oublier. Voilà, par exemple, quel soutien peut être amené à cette famille, à cet enfant. Mais là, il y a des gens qui cumulent des misères sur des générations. On ne peut pas les traiter en les stigmatisant. Il faut être clair dans le dialogue avec eux. S'il y a des difficultés, il y a des difficultés. C'est pas la peine de pas dire qu'il y a des difficultés. On va être honnête. En même temps, les soutenir coûtera beaucoup moins cher que faire une séparation et de gérer toutes les conséquences. Si on compte mécaniquement, déjà, des 2 enfants, on est à 8 ou 9 000 balles par mois en placement, plus les dégâts plus tard et autres. Il y a moyen de les soutenir, cette famille-là, ne serait-ce que mathématiquement, et c'est mieux pour tout le monde. Mais à l'heure actuelle, je pense que les services d'aide éducative en milieu ouvert, j'ai gardé des relations avec des gens qui travaillent là-dedans, sont complètement débordés. Donc, là où il y a 10 ans, 15 ans, ils étaient très chanceux parce qu'ils avaient des conditions de travail où ils pouvaient quand même prendre le temps d'observer, de dialoguer et de travailler justement pour éviter la séparation. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, quoi. Mais oui, c'est là qu'il y a des gens qui se plaignent de certaines médiocrités, des interventions, d'intervenants, mais elles s'expliquent en fait. C'est pas forcément la faute des intervenants d'ailleurs, c'est que l'organisation, la paupérisation fait que nous ne sommes pas forcément à la hauteur de l'enjeu. Oui, et que les choses, les surcharges, les demandes d'aide sont débordantes. Enfin, voyez, c'est-à-dire on est dans un on délègue moment beaucoup trop. On fait des demandes de délégation trop importantes à une administration forcément capable de prendre en charge toutes ces demandes. Peut-être. Peut-être. Dernière question, parce que c'est aussi l'ADN de l'émission. Est-ce que dans les services sociaux, on respecte vraiment l'égalité homme-femme ? Oui, moi, de ce que j'ai vu en protection, alors bien sûr... Est-ce que vous allez écouter autant un papa qu'une maman ? Oui. Oui ? Oui. Enfin, bon... C'est pas ce qu'ils nous ont dit. Après, nous, on voit que ceux qui sont pas contents. Ceux qui sont contents, on les voit pas. Mais bon, Je pense que, bien sûr, que il reste quand même dans les représentations bien partagées des choses qui sont bien ancrées et où il y a une tendance un peu naturelle des uns et des autres à se centrer sur le lien mère-enfant. Voilà. Frédéric Benaï nous en a parlé. Je pense qu'il y a quand même cette norme qui est encore très, très présente dans tous les esprits. On reste sur des schémas qui sont très anciens et pas forcément actualisés. Oui, je pense quand même en partie. Après, mon expérience en protection de l'enfance, c'était plutôt comment on peut soutenir la parentalité. Donc le père, la mère, on était conscient que pour l'enfant, lui c'est ses parents, quoi. Donc père, mère, c'est celui qui est déjà, qui vous, ça a bien commencé parce que vous avez reconnu d'entrée que séparer un enfant de ses parents et donc un parent de ses enfants, c'était quelque chose de grave. Donc déjà, on s'entend très bien là sur ça. Donc il y a un point de départ initial qui est très bien. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Tous les psychologues ne vont pas forcément dire cela. Il faut quand même le dire. Aujourd'hui, on entend des gens qui disent que la relation d'attachement peut être effectuée avec... on entend un petit peu tout. C'est-à-dire que la relation d'attachement, heureusement l'être humain, s'il subit une rupture de lien, il a, dans le meilleur des cas, et s'il arrive dans un milieu sympa, et s'il n'est pas trop cassé à l'intérieur, il peut rebondir et créer de nouveaux attachements. Mais ces nouveaux attachements ne vont pas supprimer les anciens, ça se superpose. Donc si dans les entre guillemets anciens, ou dans les attachements parallèles, tout ça est souffrant, tout ça est source de conflits, de loyauté, de choses comme ça va être un poids pour l'enfant. Donc c'est jamais simple parce que pour un enfant, il est dans la norme quand il est avec ses parents, quoi. Être séparé de sa famille, pour un enfant, il vit très bien que c'est quelque chose de... Il n'est pas comme tout le monde, quoi. Il se sent déjà différent. Alors,
des fois il est soulagé, mais c'est aussi une souffrance. C'est très compliqué ce qu'il vit. Donc il faut qu'il soit accompagné. Et ces attachements qu'il a, il faut aussi que ce soit accompagné, que ce soit qu'on l'aide à se sentir autorisé, à avoir tous ces adultes-là. L'un n'efface pas l'autre. Et malgré tout, dans son histoire, effectivement, les parents, ils ont une place de fondation. C'est ceux qui lui donnent, qui le mettent au monde, qui lui donnent la vie. Donc même dans la culture commune, ça a une place princeps pour tout le monde. C'est notre origine. Donc, du coup, au niveau identitaire, c'est pas comparable à d'autres. Ça veut pas dire que c'est bien toujours. Des fois, il y a des origines qui sont compliquées à porter, mais malgré tout, il faut aller au rythme de l'enfant et écouter. Et c'est pas nous qui pouvons faire à sa place. On peut l'accompagner, mais on peut pas. On lui donne les éléments pour qu'il s'envole plus tard. Voilà. C'est une petite fille qui est séparée de son papa et qui sait très bien, mais papa, quand j'y vais, on fait tout ce qu'on veut, on joue toute la journée avec les tablettes, etc. Bon, la famille d'accueil elle va dire, bah oui, bah il n'y a pas de rythme chez le papa, etc. Ok, c'est vrai. C'est vrai. L'enfant va dire des choses en fonction de son contexte. C'est très bien documenté. On sait par exemple qu'en résidence alternée, l'enfant peut changer d'attitude et de façon de parler selon qu'il est dans tel ou tel environnement. C'est pas pour autant que ce qu'il dira sur l'autre environnement sera vrai. L'enfant, il joue son jeu aussi, il s'adapte à sa réalité. Donc la parole de l'enfant, elle est... tiens, dernière question pour conclure. La parole de l'enfant est nécessaire, mais est-elle suffisante ? C'est très difficile de comprendre ce que dit un enfant. Un enfant, il arrive à 10 ans, il dit un truc, une accusation grave par exemple. Dire qu'un enfant, la parole de l'enfant de 10 ans, c'est lui à 10 ans qui va décider s'il veut voir ou non un parent, c'est lui qui va dénoncer quelque chose, est-ce que sa parole à lui suffit ? Sur la question de je veux voir, je veux pas voir, il me semble qu'il faut être très prudent parce que on le met dans une place de tout décideur là, on inverse les places, donc c'est un peu compliqué et il faut être très prudent. Après, la parole de l'enfant, je veux dire un enfant qui, souvent d'abord les enfants petits, c'est pas forcément par la parole que ça passe, c'est par des troubles qui sont constitués, des insomnies, des pipiolies, qui sont récurrents. C'est par là que tente de se dire quelque chose de sa souffrance. Donc c'est extrêmement, voilà. La sociabilité. Voilà, c'est plus ces choses-là qui disent, et c'est dans le temps, quand il est en sécurité et quand il grandit, que des fois des choses peuvent se dire. Après, des fois, certaines choses se disent effectivement directement, et quand elles sont assez, voilà, il y a des procédures après. Si un enfant il parle du fait qu'il a été tabassé ou je sais pas, puis on l'amène chez le médecin. Déjà, on montre des bleus. Il y a des choses assez carrées à faire. Oui, mais il y a des fois, les enfants sont instrumentalisés. À 10 ou 11 ans, ils viennent dire des choses. Et puis, il y a plusieurs jurisprudences par rapport à ça. Mais je sais qu'actuellement, il y a débat. Il y a des juges qui vont dire un enfant de 10-11 ans vient dénoncer quelque chose. On ne cherche pas à comprendre. On intervient, on interrompt. D'autres vont dire oui, il dit quelque chose, ça signifie quelque chose, mais peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être que, je dis, la frontière entre le réel et l'irréel, à 10 ou 11 ans, c'est l'âge intermédiaire, pas forcément évidente. Donc, on a tranché cette question-là ? Non, moi je pense que le comprendre la parole d'un enfant, écouter un enfant, c'est une chose. Bien sûr. Essayer de comprendre ce qu'il dit, c'est aussi une chose, et ça n'est pas facile. Et je pense que il y a sa parole, il y a comment il se conduit, il y a comment il semble être en équilibre ou pas. Il y a d'autres signes aussi qui sont rajoutés à sa parole ou qui vont aller dans le même sens ou aller dans un sens inverse. Voilà. Caroline Ardouin, on vous trouve comment ? On me trouve pas trop parce que moi je travaille assez, donc j'ai pas trop envie qu'on me trouve. Hein. Moi maintenant, non, moi je travaille Ardouin, A-R-D-O-U-I-N. Vous m'autoriserez à mettre votre petit site internet, bien sûr, sur un podcast YouTube. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Merci de venir nous voir, merci. Merci à vous, au revoir. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.